Prologue. Adeya Etsoul, malgré son respirateur, ne put s'empêcher de grincer des dents dans la fumée brûlante. Une grêle de balles se déversait des parois du ravin et ricochait bruyamment sur la coque de son blindé. Affolement et effroi menaçaient de la submerger, mais Etsoul luttait pour se maîtriser. Elle avait un devoir à accomplir et la mort devrait attendre. « L'empereur protège », se murmura-t-elle. Le gardien du serment tinta comme la cloche d'un temple, et Etsoul réprima un glapissement de surprise. Le Lehman Russ tangua sous la force de l'impact, mais retrouva sa stabilité grâce à ses suspensions d'acier. « Rapport de dommage », demanda calmement le commandant Mazenoué. Sa voix, émanant du vox intégré au siège baquet surélevé derrière le poste d'artillerie d'Etsoul, grésilla faiblement dans le casque audio de la soldate. « Garde les yeux sur la route », le dicton favori d'Etsoul parmi les nombreux que lui avait enseigné sa mère et qui résonnait aussi clairement que si elle s'était trouvée derrière elle à ce moment. En temps normal, cette présence l'aurait emplie d'une douce nostalgie, mais cette fois, l'artilleuse eut la désagréable impression que l'ombre de sa mère se faufilait dans son dos. Une idée saugrenue, absurde même, mais qui pourtant la mettait mal à l'aise. Etsoul sentit un souffle glacé, complètement imaginaire, lui effleurer le creux du cou et songea à sa mère attendant patiemment de l'accueillir de l'autre côté du voile. Les cheveux se dressèrent sur sa nuque et elle eut la chair de poule. Enfin, elle secoua la tête et laissa échapper un juron étouffé dans le plastique de son respirateur. « Par le trône, reprends-toi », murmura-t-elle. « Vesco, rapport de dommage », répéta le commandant Mazenoué. Etsoul, cette fois, l'entendit plus clairement. Elle jeta un regard à travers la fumée et les lueurs dansantes des flammes en direction du grand type installé dans le siège conducteur. Un siège rabattable en plastacier et mousse balistique, identique au sien, sur lequel se tenait Yvgan Vesco, dont le crâne chauve luisait de sueur. De grosses gouttes lui ruisselaient sur le front et glissaient jusqu'à ses sourcils où elles demeuraient piégées, défiant toute gravité. « Ah, touche explosive au blindage de flanc droit », dit Vesco. « Impact direct, mais on tient le coup, commandant. » Etsoul le vit articuler sa réponse sous son respirateur, mais dans le vacarme du moteur du char et les rafales ennemies qui martelaient sa coque, elle ne pouvait l'entendre que grâce à son oreillette. « Le gardien du serment nous laisserait pas tomber comme ça, » répondit Mazenoué. « Poursuivez à vitesse d'engagement et restez bien derrière le commandant Lettoine. Plus que 183 mètres avant la sortie du défilé. Et il sera temps de faire honneur à l'empereur. » Le calme de Mazenoué n'aidait pas Etsoul à se détendre. La chaleur était telle qu'elle avait l'impression de se tenir devant un four grand ouvert. La fumée alentour se faisait toujours plus épaisse et noire, et son goût lui chatouillait le bout de la langue malgré son respirateur. Ses poumons la brûlaient, et elle dut s'empêcher de violemment tousser. Osk, le préposé au rechargement, était censé éteindre l'incendie dans les entrailles du char, mais on ne l'avait plus entendu depuis une éternité. Etsoul voulut se retourner et voir ce qui lui était arrivé, mais la peur de ce qu'elle pourrait découvrir l'empêchait de bouger. « C'est aujourd'hui le jour de notre mort. » Cette pensée incongrue la fit sursauter. Une pensée étrangère, presque une intrusion. Elle ferma les yeux et une goutte de sueur passa sur ses paupières crispées. Du revers de son poing, la soldate l'essuya puis rouvrit les yeux sur la lumière des feux. Le char cahotait en écrasant le sol de la ravine jonchée de gravats. Etsoul devait absolument se retourner, savoir ce qu'il en était d'Osk, et vérifier si les flammes menaçaient d'atteindre sa combinaison, ou pire, ses réserves de munitions. Elle n'en fit rien. Impossible. Etsoul, cible à 109 mètres 73. 15 degrés droite, 20 degrés d'azimut. Confirmation ? La voix de Mazenoué l'attira de sa torpeur. Etsoul se concentra sur ses instruments, consulta l'écran lumineux de l'ospex du gardien du serment, puis colla un œil au viseur cerclé de caoutchouc de son périscope.
Le char sursauta, et elle fut projetée face la première contre l'appareil de plastique et de métal brûlant, ce qui lui arracha un sifflement de douleur. Les yeux embués de larmes, elle s'efforça de se concentrer sur le brouillard confus devant elle. Elle pouvait, par aperçu, voir défiler le ferro-béton sombre des parois de la gorge de part et d'autre du char, constellé çà et là de fenêtres semblables à de grands yeux au regard noir et vide. La végétation de Croatoas reprenait ses droits sur les ruines et mouchetait de vert tendre le paysage obscur. Le ciel au-dessus du ravin dessinait une mince bande violacée que gagnait peu à peu le crépuscule brunâtre. L'ennemi était partout, si nombreux qu'on ne pouvait pas le compter, si rapide qu'on ne pouvait pas le viser. Etsoul distinguait des formes humanoïdes aux contours distordus, hérissés d'éperons et de malformations à l'allure cauchemardesque. Son seul point de repère était le char du commandant Lettoine, sanglante restitution, juste devant elle. Contrairement au gardien du serment, le restitution était doté de tourelles de flanc, et la passe était si étroite que leur métal raclait, dans une gerbe d'étincelles, les reliefs des parois. Tant bien que mal, les blindés fonçaient vers la sortie du canyon. « Sergent artilleuse Etsoul, la cible est-elle acquise ?» demanda sèchement Mazenoué. Etsoul cligna des paupières, prit une inspiration et essaya une nouvelle fois, mais impossible de se concentrer. Plus elle s'efforçait, plus son esprit s'embrumait. « Commandant, je ne... » Une énorme boule de feu apparut à l'endroit où roulait une demi-seconde plus tôt le sanglante restitution. Vesco hurla dans son vox et tenta de freiner le gardien du serment. Les Lehman Russ ne sont peut-être pas les plus rapides des véhicules, mais ils sont capables de faire halte en un rien de temps et d'effectuer de délicates manœuvres avec une grâce insoupçonnée. Hélas, dans son empressement à échapper au guet-apens, Vesco avait mal calculé sa distance et ne put éviter la collision. Le crâne d'Etsoul heurta le métal. La soldate s'effondra entre son siège et celui de Vesco, écrasée par une chaleur intense. Une cacophonie terrible lui parvint aux oreilles. Une rapide succession de tintements métalliques, le sifflement plaintif de ricochets, et un martèlement pareil à celui des attendrisseurs s'abattant sur les quartiers de viande dans l'abattoir de son père, là-bas, sur Tsego. Un fluide chaud et humide lui aspergea le visage. Etsoul se sentait flasque, aussi impuissante qu'une malade sous forte fièvre. Elle voulut se relever, s'appuya de la paume de ses mains sur le métal chauffé du ponton et tenta de se remettre sur pied, mais en vain. Elle s'affaissa de nouveau. Elle se retourna enfin et découvrit la silhouette inanimée d'Osk, étendue parmi les flammes dans les entrailles du gardien du serment. Le brasier semblait danser joyeusement au-dessus de sa dépouille. Etsoul, au prix d'un grand effort, parvint à détourner le regard. Vesco gisait auprès d'elle, avachi contre une caisse de stockage, les yeux dans le vide. Du sang dégouttait d'une entraille de son crâne. Elle avait l'impression de se noyer dans un océan profond et comprit bientôt qu'elle ne rêvait pas. Son visage était bel et bien trempé. Le liquide était toutefois trop chaud pour être de l'eau de mer. Le commandant Mazenoué était vautré dans son fauteuil, les membres désarticulés comme ceux d'une marionnette et son sang, ruisselant le long de ses bras inertes jusqu'à ses doigts crochus, tombait en gouttelettes sur le front d'Etsoul. La tourelle principale était en charpie, grêlée d'impacts de balles, et il en allait de même pour le corps du commandant. Une part encore lucide de l'esprit d'Etsoul se figura qu'il faudrait un autocanon, voire peut-être même une arme plus lourde encore, pour infliger ce genre de dégâts à un Lehman Russ. Elle imagina des hordes de mutants fondant sur le gardien du serment, prêts à éventrer l'engin et à en extirper Vesco, Mazenoué et elle, comme on arrache des morceaux de chair à la coquille ouverte d'un crustacé. « Faut qu'on dégage de là !» lança-t-elle d'une voix rauque. Puis, comprenant son erreur, elle activa le micro de son vox et répéta « Vesco, faut qu'on bouge. Tu peux conduire ?» Etsoul le secoua par l'épaule jusqu'à ce qu'il réagisse et relève enfin la tête. Une lueur de vie se rallumait dans le regard du gaillard.
Vesco, on dégage! Maintenant! Le bonhomme hocha la tête, enfin réveillé, et s'installa à nouveau à son poste alors qu'Etsoul s'efforçait de reprendre un souffle normal en retournant au sien. En tant que sergente artilleuse, elle était commandante en second du Lehman Russ, et le rôle de Mazenoué lui incombait désormais. Il lui avait laissé la charge d'un tank en flammes, enlisé dans un cimetière d'épaves et encerclé par l'ennemi. « Concentre-toi sur l'essentiel et oublie le reste », souffla Etsoul à elle-même. Un autre dicton de sa mère. Il fallait simplement quitter le ravin avant que le feu ne les dévore entièrement. S'ils y parvenaient, peut-être auraient-ils une chance d'échapper à l'ennemi, d'une façon ou d'une autre. Etsoul empoigna ses manettes, mais retira immédiatement ses mains en sentant la brûlure du métal sur sa peau. Elle regarda ses paumes brûler à vif. Comment le feu pouvait avoir surchauffé à ce point le métal des appareils internes sans qu'elle et Vesco ne soient déjà morts? Cela semblait insensé. C'est aujourd'hui le jour de notre mort. Elle crut cette fois entendre un murmure au creux de son oreille, comme le souffle d'un spectre. Etsoul se retourna vers Vesco et le vit hurler, les yeux exorbités par la peur. Elle voulut donner un ordre, mais l'on aurait dit que son respirateur avait fusionné avec la peau de son visage. Impossible de parler, la bouche collée à la masse de pastèque. Son sang jaillissait à gros bouillons, comme l'eau d'un baptême, en l'honneur de sa nouvelle et très brève carrière de commandante. Les flammes vinrent lui lécher le corps, la peau et les vêtements. L'ennemi était là, à l'extérieur du char. Elle l'imaginait se pressant contre le blindage surchauffé de la coque, la chair grésillante et ruisselante de graisse comme de gros morceaux de viande sur un grill, s'insinuant de tous côtés dans les brèches de l'épave. Le gardien du serment laissa échapper un grincement terrible, tel le cri d'agonie d'un sous-marin descendu trop profondément. Etsoul ne voyait plus rien que la fumée et le feu. Elle imaginait le vénérable esprit de la machine de son engin luttant pour résister à la marée de chair crépitante se resserrant sur lui. « Tu feras notre fierté, je le sais », dit la voix de sa mère au milieu du brasier. La coque du gardien du serment céda enfin, et Adeya Etsoul ne put retenir un cri. Elle s'éveilla en sursaut, grogna et porta une main à mi-chemin du pistolet laser à sa ceinture avant de se rappeler où elle était. Sanglée dans le giron d'un siège de sécurité, elle entendait le grondement sourd et grave des moteurs de la Valkyrie survolant le delta de Mandriga. Une petite épaisseur de parchemin repliée dans sa poche de poitrine renfermait son ordre de redéploiement. Etsoul n'avait pas besoin de le consulter pour se souvenir de ce qui y était inscrit. Elle l'avait lu et relu assez de fois, et qu'importe ce qu'elle pouvait souhaiter, le parchemin disait toujours la même chose. Revenir au commandement de Madriga. Remettre son rapport, prendre le commandement de son propre char, entrer en vigueur immédiate. Etsoul s'adossa dans son siège sans se rendre compte qu'elle crispait et décrispait machinalement les poings. La paume de ses mains la démangeait toujours comme une brûlure récente, alors même que sa greffe de peau synthétique était intacte et neuve. Son siège faisait partie d'une rangée de 5, alignés contre la paroi arrière de la baie de transport de troupes. 5 autres lui faisaient face, dont quelques-uns seulement étaient occupés. Etsoul était accompagné de plusieurs autres officiers de l'Astra Militarum. Non loin, 2 armes de flanc pointaient depuis les ouvertures de la soute prévues à cet effet, chacune maniée par un troupier, dont les pans de veste renforcés claquaient au vent, la visière du casque étincelant dans la lumière violine du soleil de Croatoas. Elle balaya la soute du regard, soucieuse de savoir si l'on avait remarqué son inconfort. Se voir affectée à un régiment cadien était assez intimidant sans qu'elle ait besoin de faire une mauvaise première impression. Les 2 artilleurs lui tournaient le dos et observaient les cieux à mesure que la mangrove parsemée de ruines défilait sous leurs pieds. L'un des passagers, un guesquien à en juger par les tatouages de son cou, ronflait bruyamment, mais les 2 autres ne dormaient pas. Etsoul nota les yeux violets du premier et en conclut qu'il était natif de Cadia. Il avait une tignasse de cheveux blancs coupés ras, et son uniforme était orné d'insignes de capitaine. Ses yeux s'attardèrent un instant sur Etsoul, la dévisageant avec dédain, avant de se retourner d'un air désintéressé.
L'autre passager portait un uniforme cyan, au complexe brocart, le désignant comme un membre des gardes de clan de Mazemok. Sa peau et ses yeux étaient plus sombres encore que ceux d'Etsoul. Et contrairement à elle, qui portait les cheveux rasés presque à zéro, lui arborait de longues tresses élaborées. Il lui adressa un sourire sympathique et tapota du doigt sur son casque Vox. Etsoul comprit le message et activa son oreillette, permettant au Mazemoquin de s'adresser à elle malgré l'aboiement de moteur de l'engin. Le lieutenant Horatio Asvold, du 77e de Maesmok, dit-il avant de grimacer et de se corriger. Du 49e cadien, je veux dire. Je n'ai pas encore l'habitude. Lieutenant Adeya Etsoul, répondit-elle. Fusion de régiment. Vous aussi ? Par la grâce de l'empereur, oui. J'ai cet honneur. Vous portez encore votre ancien uniforme. Le lieutenant baissa les yeux sur son torse puis sourit à Etsoul. C'est un peu sentimental, je sais, dit-il. Je lui accorde un dernier baroud. J'ai commandé 3 chars différents sous les couleurs de ma planète natale, et je pense que ça mérite une petite commémoration. Qu'il sache que je me suis couvert de gloire en tant que Maesmoquin. Etsoul ne put réprimer un petit rire. Elle avait laissé son vieux treillis Tségoan à la caserne d'Elbor, impeccablement plié malgré les taches de sang qui le souillaient, et l'ensemble avait probablement été incinéré à l'heure qu'il était. Son léger sourire mourut sur ses lèvres. Elle avait sans doute laissé voir ses pensées car Asvold était redevenu sérieux. Adeya Etsoul, c'est ça ? J'ai entendu parler de l'incident dans le canyon Yaroé. Comment avez-vous sorti votre char de l'embuscade ? Ah, le canyon, ouais, dit Etsoul en grimaçant. Elle s'empêcha de crisper une nouvelle fois les poings. On a dû se battre, ajouta-t-elle. Asvold la dévisagea, curieux de connaître la suite, mais elle ne dit rien de plus et le Maesmoquin leva une main. Mes excuses, lieutenant, reprit-il. J'ai peut-être quitté mon monde natal, mais mes habitudes, elles, ne me quitteront jamais. J'ai encore trop tendance à considérer que les affaires des autres me regardent comme les miennes, et vice-versa. Comme à la maison. Pour ce que ça vaut, laissez-moi vous dire que vos actes sont héroïques à mes yeux. Votre commandant tué, votre escadron décimé, une centaine d'hérétiques qui faisaient pleuvoir la mort sur vos positions, et vous êtes parvenus à vous sortir du bourbier. Etsoul vit avec surprise les yeux du Maesmoquin luire de vigueur. Ouais, j'ai eu droit à une semaine de débrief, de visite à la tente du médic, de prières et d'adieux misérables, répondit-elle en s'efforçant de camoufler son amertume. L'escadron a été décimé, comme vous dites, et on s'en est tiré la queue entre les jambes. Ouais, mais vous avez soustrait un engin de guerre précieux d'une situation impossible, rétorqua Asvold. Et d'après les rapports, vous vous êtes même payé le luxe d'éliminer 4 blindés ennemis. J'ai perdu le commandant Mazenoué. Et il vous était cher ? Il était mon commandant, et j'avais confiance en lui, répliqua sèchement Etsoul. Le visage d'Asvold s'assombrit et toute trace de son exubérance juvénile disparut. Je n'ai lu le rapport post-engagement du canyon Yaroé que la nuit dernière, dit-il. Le lieutenant vit Etsoul froncer les sourcils et reprit la parole, une main levée, comme pour l'interrompre avant qu'elle ne parle. Pas seulement sur vous, dit-il. J'ai dévoré tous les dossiers auxquels j'ai pu avoir accès concernant les commandants de la 11e compagnie. Je suis quelqu'un de minutieux et j'aime savoir aux côtés de qui je me bats. Etsoul sentit monter en elle une légère appréhension. Elle avait été si préoccupée qu'elle n'avait encore jamais réfléchi au fait qu'elle aussi, désormais, avait l'autorisation de faire ce genre de choses. Asvold, quant à lui, ne cessait de parler. Vous avez bien agi, lieutenant Etsoul, poursuivit-il. Mais vous n'avez pas besoin de mon approbation, et je le sais. Vous avez celle de l'empereur, et c'est tout ce qu'un soldat comme nous peut souhaiter. Je suis heureux de combattre à vos côtés. Un frisson parcourut les mains d'Etsoul qui s'interdit de regarder une nouvelle fois ses paumes. Un grésillement parasite dans le vox interrompit leur conversation, lui épargnant la peine de devoir répondre. Un crâne humain, plaqué de laiton ciselé, était enchâssé au-dessus de la porte menant à la cabine du pilote,
les orbes sertis de luminateurs et la mâchoire munie d'un haut-parleur Vox. Etsul l'avait vu au moment d'embarquer et avait supposé qu'il s'agissait là de la relique d'un quelconque pilote précédent. 2 minutes avant arrivée au commandement de Mandriga, annonça la voix du copilote à travers le crâne Vox. Attachez vos ceintures et préparez-vous pour un atterrissage en zone de combat. Zone d'arrivée potentiellement non sécurisée. L'Empereur protège. L'Empereur protège, répondit automatiquement Etsul en esquissant le signe de l'Aquila. Asvold et le capitaine cadien firent de même, et tous les trois se cramponnèrent aux sangles de leur harnais en entendant hurler les moteurs de la Valkyrie. L'aéronef vira de bord, permettant à Etsul d'apercevoir les fortifications et les tranchées dans les marécages en contrebas. D'innombrables silhouettes s'affairaient au sol, parmi les tentes vert olive alignées en rang ordonné sur les ruines d'une ancienne zone industrielle. Des blindés avançaient en ronronnant, le long d'une chaussée croulante supportée par d'épais piliers de ferro-béton, et Etsul vit plusieurs bannières impériales flotter au vent, plantées au sommet de hautes cheminées sur le toit de ruines envahies de lianes. Le devoir l'attendait. Elle était cadienne, désormais. Etsul sentit sa poitrine se serrer. Elle n'avait pas eu le temps de s'entraîner avec son nouveau régiment, pas le temps de se familiariser à la culture de ses hommes, pas le temps de songer à sa prise de fonction. Elle n'avait même pas prononcé ses nouveaux vœux par le trône. « Tu feras notre fierté, je le sais. » La paume de ses mains la démangeait encore. Adeya Etsul bomba le torse, prit un air renfrogné, et se résigna sans mot dire.